Ma belle-sœur m'a envoyé une photo de son fils en train de mourir aux soins intensifs avec ces mots « Tout est de ta faute ». Lorsqu'elle a finalement été interrogée, elle a menti et a dit au médecin que je gardais ses médicaments pour moi. Quand ma belle-sœur m'a envoyé ce message disant « Tout est de ta faute », suivi d'une photo de son fils à l'hôpital, inconscient et branché à des machines, j'ai su que tout avait basculé. Tout a commencé 3 mois plus tôt, lorsque ma belle-sœur Rachel est arrivée chez moi sans prévenir. Elle avait Marcus, mon neveu de 6 ans atteint de drépanocytose, qui attendait dans la voiture. « Je veux que tu le prennes pendant 1 an », a-t-elle dit en le désignant. Je l'ai regardé, abasourdi. Quoi? Je suis à bout. 6 ans de visite à l'hôpital, de crises douloureuses, de médicaments, j'ai besoin d'une pause. T'es de la famille. La famille est de la famille. Rachel, j'ai un enfant autiste et je prépare l'examen du barreau. Je ne sais pas comment gérer la drépanocytose. Il a besoin de soins médicaux adaptés. Tu refuses de t'occuper d'un enfant malade? Je lui ai proposé de lui envoyer 40% de mon salaire chaque mois à la place, mais elle est repartie avec un regard plein de mépris. Et dès le lendemain, le groupe familial sur WhatsApp est devenu un champ de bataille nucléaire. Rachel a raconté à tout le monde que j'avais refusé d'aider mon neveu mourant parce que j'étais égoïste et intéressé par l'argent. Ma mère m'a appelé en pleurant parlant du devoir familial. Mon père a dit que si je pouvais abandonner un enfant malade, alors je n'étais plus sa fille. Oncle, tante, cousin, tout le monde avait son mot à dire sur le monstre que j'étais devenu. La seule personne qui est restée silencieuse, c'était mon frère. Mais quand je l'ai appelé, espérant qu'il serait raisonnable, il m'a simplement dit « Je ne veux pas m'en mêler. T'aurais juste dû le prendre. » Puis il a raccroché et m'a bloqué partout. 2 jours plus tard, Rachel a frappé encore. Elle a lancé sa vraie campagne. Un post Facebook avec un collage de photos de Marcus à l'hôpital, accompagné d'une légende sur comment j'avais tourné le dos à cet ange. Heureusement, son compte était privé et sans amis LOL, donc seule la famille l'a vu. Mais c'était suffisant pour déclencher une visite de la protection de l'enfance chez moi. 2 agents sont arrivés pendant ma session de révision. Dénonciation anonyme pour négligence et maltraitance. Mon propre enfant a été sorti de sa classe pour être interrogé. Mon appartement a été fouillé. Mes documents de révision ont été pris en photo comme preuve d'un parent obsédé qui ignore son enfant. L'enquête a duré 3 semaines. 3 semaines volées à mes préparations du barreau. Et je faisais tout ça justement pour que mon fils et moi puissions quitter ce quartier pourri. Alors tout ce temps, j'avais l'impression de l'avoir trahi. J'ai tout fourni aux travailleurs sociaux pour qu'ils puissent évaluer la situation équitablement, et l'affaire a finalement été classée sans suite. Mais c'est là que j'ai détruit ma propre vie. Car 12 semaines plus tard, j'ai réussi l'examen du barreau et j'ai eu la mauvaise idée de le poster en ligne. À 2 heures du matin, alors que je dormais profondément, Rachel m'a envoyé un texto « C'est de ta faute », suivi d'une photo de Marcus dans le coma en soins intensifs, branché à des machines. J'ai immédiatement éteint mon téléphone. Le trajet jusqu'à l'hôpital prenait normalement 30 minutes, mais j'y suis arrivé en 15. En traversant la famille pour aller étreindre Rachel, je m'attendais à la voir en larmes, paniquée, mais non. Elle était en train de hurler à qui voulait l'entendre, c'est sa faute. Elle me désignait. Elle avait promis de m'aider. Je comptais sur elle. Avant que je ne puisse comprendre ce qu'il se passait, elle a montré au médecin de faux textos dans lesquels j'aurais accepté de gérer les médicaments de Marcus. Et quand personne ne regardait, elle s'est tournée vers moi et a articulé silencieusement « Je t'ai eu ». C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. Ma belle-sœur faisait quelque chose à son propre fils pour me punir d'avoir dit non. Elle utilisait Marcus comme une arme. J'avais la nausée. Le médecin urgentiste est arrivé et a dit qu'il devait vérifier certaines choses. Il a ordonné un historique complet des pharmacies pour Marcus. Il voulait voir exactement quels médicaments avaient été prescrits, et quand ils avaient été retirés. Procédure standard, a-t-il dit. Nous avons tous attendu dans la salle d'attente pendant 1 heure. Rachel a continué son numéro, pleurant, hurlant, m'accusant. Les membres de ma famille se relayaient pour la consoler tout en me lançant des regards accusateurs. J'étais seul, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis le médecin est revenu et a appelé Rachel dans une salle privée, mais elle a insisté pour que tout le monde entende. Elle voulait des témoins pour m'accuser publiquement. Le médecin avait l'air gêné, mais a accepté. Il s'est éclairci la gorge et a lu depuis sa tablette, les relevés montrent que Rachel n'a pas retiré les médicaments de Marcus depuis 6 semaines. Aucune prescription n'a été remplie. L'hydroxurée, les antibiotiques préventifs, même les antidouleurs étaient encore à la pharmacie. La pièce est devenue complètement silencieuse. La bouche de Rachel s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Le médecin a continué. Le schéma remontait à plus loin que 6 semaines. Elle avait cessé de donner les médicaments avant chaque grand événement familial depuis 1 an, anniversaire, fête, réunion. Les travailleurs sociaux de l'hôpital sont arrivés quelques minutes après mon appel. Ils ont emmené Rachel dans une autre salle, pendant que des agents de sécurité se positionnaient devant la porte. Je l'entendais crier à travers les murs que j'avais falsifié les dossiers. Elle hurlait que je l'avais piégée,
que j'étais jalouse d'elle, que je voulais lui voler son fils. Sa voix se brisait de rage alors qu'elle tambourinait contre la porte, le bruit résonnant dans le couloir stérile de l'hôpital. Marcus était toujours inconscient en soins intensifs. Le médecin a expliqué qu'il faisait une crise grave à cause de la non-observance de son traitement. Ses organes souffraient, et on le maintenait sous perfusion multiple. Les moniteurs bipaient sans arrêt, surveillant ses signes vitaux instables. Il ne connaîtrait l'étendue des dommages que dans quelques jours. Je suis resté en salle d'attente, les mains tremblantes, essayant d'absorber ce qui venait de se passer. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi, jetant une lumière crue et impitoyable. Mon frère Brian est enfin arrivé 3 heures plus tard. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, de larges cernes sous les yeux. Il est passé devant moi sans me regarder et est allé directement voir les agents de sécurité. Ils ont vérifié son identité et l'ont laissé entrer dans la salle avec Rachel. J'ai entendu des cris étouffés, puis Brian est ressorti en furie. Son visage était rouge, ses mains tremblaient. Il s'est précipité vers le parking et je l'ai suivi. Il faisait les 100 pas à côté de sa voiture, frappant dans le vide, marmonnant des jurons. Le soleil de l'après-midi tapait sur l'asphalte, faisant trembler l'air comme un mirage. Je lui ai demandé ce que Rachel avait dit. Il refusait de me regarder au début. Il faisait les 100 pas, se passant les mains dans les cheveux. Puis il s'est arrêté brusquement et m'a dit qu'elle avait tout avoué. Elle avait dit qu'elle avait retenu les médicaments uniquement pour me donner une leçon sur la loyauté familiale. Qu'il fallait que je comprenne les conséquences. Sa voix était creuse, incrédule, comme s'il n'arrivait pas à réaliser ce qu'il venait d'entendre. Brian avait tout enregistré sur son téléphone. Ses mains tremblaient en le lançant. La voix de Rachel était calme, détachée, comme si elle parlait de la météo. Elle expliquait comment elle avait planifié chaque crise autour des événements familiaux. Elle voulait une visibilité maximale pour mettre en lumière mon égoïsme. Elle avait même recherché combien de temps Marcus pouvait tenir sans ses médicaments avant que cela ne devienne critique. La froideur calculée de sa voix m'a donné la nausée. Nous sommes retournés à l'intérieur et Brian a donné l'enregistrement aux travailleurs sociaux. Ils ont immédiatement appelé la protection de l'enfance. En moins d'1 heure, Rachel a été escortée hors de l'hôpital par la sécurité. Elle a hurlé tout le long que j'avais détruit sa vie, que j'étais en train de détruire sa famille. D'autres patients et visiteurs la regardaient alors qu'elle traversait le hall menotté, ses talons de luxe claquant sur le sol en linoléum. Les services sociaux ont placé Marcus temporairement chez Brian le temps de l'enquête. Le pauvre enfant s'est réveillé 2 jours plus tard, confus et effrayé. Il demandait sans cesse sa maman d'une voix faible et rauque. Brian a dû lui expliquer que maman était malade et avait besoin d'aide. Marcus a pleuré jusqu'à s'endormir à nouveau, épuisé par l'effort. Son petit corps semblait si fragile sur les draps blancs de l'hôpital. Rachel a été arrêtée pour négligence médicale et mise en danger d'un enfant. Elle a payé sa caution en quelques heures grâce à un fonds de fiducie que sa grand-mère lui avait laissé. Brian a découvert plus tard qu'elle avait aussi volé de l'argent du fonds médical de Marcus. Des membres de la famille avaient contribué des milliers d'euros au fil des années, pensant aider à ses soins. En réalité, elle siphonnait l'argent pour entretenir son train de vie pendant que son fils souffrait. Elle s'est présentée chez moi ce soir-là en tambourinant à ma porte. Le bruit résonnait dans le couloir, réveillant mes voisins. J'ai appelé la police et regardé à travers le judas pendant qu'elle hurlait que j'avais détruit sa vie. Elle criait que je regretterais le jour où je lui avais dit non. Son visage était tordu par la rage, des gouttes de salive jaillissaient alors qu'elle hurlait. La police l'a emmenée, mais elle est revenue le lendemain matin, plus déterminée que jamais. Cette fois, elle est venue devant mon nouveau cabinet d'avocat. Je venais de commencer comme collaboratrice junior la semaine précédente, j'apprenais à peine où était la machine à café. Elle se tenait dehors avec une pancarte disant « Une maltraitante d'enfants travaille ici ». Elle racontait à tous les passants que j'avais fait du mal à son enfant malade. Certains s'arrêtaient pour écouter, secouant la tête de dégoût. Le vigile a fini par la faire partir, mais le mal était fait. Mon associé principal m'a convoqué dans son bureau, celui avec les grandes baies vitrées donnant sur la ville. Il m'a dit qu'il comprenait que je traversais une situation familiale difficile, mais que le cabinet ne pouvait pas tolérer une telle perturbation. Il m'a demandé de travailler à distance jusqu'à ce que les choses se calment. J'étais là depuis 1 semaine et j'étais déjà un problème. La déception dans sa voix m'a blessé bien plus qu'un reproche. Cet après-midi-là, mon avocat m'a appelé. Mon ex-mari avait déposé une demande de garde d'urgence pour notre fils. Il évoquait l'enquête de la protection de l'enfance datant de quelques mois, lorsque Rachel avait commencé sa campagne. Il disait que j'étais instable et dangereuse. Nous étions divorcés depuis 3 ans sans aucun problème jusque-là. Il n'avait jamais manqué un seul paiement de pension. Sa trahison m'a frappé comme un coup physique. J'ai dû utiliser l'argent que j'avais économisé pour notre déménagement pour payer un avocat spécialisé en garde d'enfants. 5 000 $ partis rien qu'en frais de dossier. L'avocat m'a dit que mon ex était en contact avec Rachel. Elle lui avait fourni des informations et l'avait encouragé à déposer la demande. Elle lui avait remis des versions modifiées de nos échanges de textos, soigneusement sélectionnées pour me faire passer pour une mère indigne. Nous devions faire des dépositions la semaine suivante.
L'avocat de Rachel est arrivé avec une pile de documents. C'étaient des transcriptions de conversations familiales sur toute l'année écoulée. Rachel avait secrètement tout enregistré, les dîners en famille, les anniversaires, même les appels téléphoniques anodins. Mais les enregistrements étaient montés pour faire croire que j'avais accepté de prendre Marcus. La manipulation était d'une précision glaçante. Sur un enregistrement, on m'entendait dire que je voulais aider. Mais elle avait coupé la partie où je proposais une aide financière au lieu de l'accueillir. Dans un autre, je disais que la famille était importante. Elle avait supprimé l'endroit où j'expliquais que les besoins de mon propre fils passaient en premier. L'avocat présentait chaque extrait comme une preuve accablante, son air satisfait à peine dissimulé. Mon fils allait si bien à l'école. Sa maîtresse disait qu'il se faisait des amis, qu'il participait davantage. Il avait enfin trouvé son équilibre dans un environnement structuré. Mais ensuite, des enfants ont commencé à se moquer de lui. Ils avaient entendu leurs parents parler de sa mère, tueuse d'enfants. C'est comme ça que Rachel me surnommait sur les réseaux sociaux, postant dans tous les groupes Facebook locaux qu'elle trouvait. Il a fait une crise complète en classe, il lançait des chaises, hurlait, se frappait. L'enseignante a dû évacuer les autres élèves pendant qu'un assistant essayait de le calmer. La directrice m'a appelé pour venir le chercher. Quand nous nous sommes assises pour discuter, elle m'a dit qu'un changement d'école serait peut-être mieux. Un nouveau départ, dans un endroit où personne ne connaissait notre histoire. Sa pitié m'a fait encore plus mal que s'il m'avait jugé. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 1 heure après ce rendez-vous. Mon fils s'était donné tant de mal pour s'adapter à cette école. Il connaissait ses routines, faisait confiance à ses enseignants. Il se déplaçait dans les couloirs sans anxiété. Et maintenant, il faudrait tout recommencer à cause des mensonges de Rachel. Tous ses progrès réduits à néant par sa cruauté. Le volant était trempé de mes larmes. Ce soir-là, Anna, la femme de Brian, m'a appelé. Elle avait trouvé quelque chose dans leur garage, de vieilles tablettes et téléphones que Rachel avait laissés lors d'une visite il y a des mois. Par curiosité, Anna les a rechargés et a découvert des enregistrements non modifiés. Des heures et des heures où Rachel répétait son histoire, peaufinait sa performance comme une actrice préparant un rôle. Dans un enregistrement, elle s'exerçait à pleurer sur commande devant un miroir, chronométrant ses larmes. Dans un autre, elle faisait des recherches pour savoir comment provoquer une crise drépanocytaire. Elle avait des captures d'écran de sites médicaux expliquant l'impact du retrait des traitements. Elle planifiait cela depuis plus d'1 an, documentant chaque étape avec une précision glaçante. Anna a tout remis immédiatement au procureur. Mais Rachel avait déjà engagé un excellent avocat grâce à l'argent du trust et les fonds médicaux volés. Il a déposé des contre-plaintes contre moi pour détresse émotionnelle et diffamation. Il a affirmé que j'avais piraté ses appareils pour y planter des preuves. Les frais juridiques ne cessaient d'augmenter. Chaque facture était un poids de plus sur mes épaules. Puis les choses ont empiré. Je suis rentré d'un rendez-vous avec mon avocat spécialisé en garde d'enfants et j'ai trouvé ma porte entrouverte. Le verrou que je verrouille toujours était défait. Je savais que je l'avais bien fermé. J'ai appelé le 17 et attendu dehors, le cœur battant. Les policiers ont fouillé l'appartement et ont trouvé les médicaments de Marcus cachés dans mon placard, derrière des manteaux d'hiver que je n'avais pas touchés depuis des mois. Rachel s'était introduite chez moi pour les y cacher. Elle essayait de faire croire que j'avais gardé les médicaments pour moi, les empêchant d'arriver à Marcus. Mais j'avais installé une caméra Ring la semaine précédente après sa première visite. La vidéo la montrait clairement en train de pénétrer dans l'appartement avec les flacons en main, regardant nerveusement autour d'elle avant de les dissimuler. Son arrogance, en ne vérifiant même pas la présence de caméra, allait causer sa chute. Elle a été arrêtée de nouveau, mais a encore payé sa caution. Cette fois, le juge a émis une ordonnance restrictive. Elle n'avait pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. L'ordonnance couvrait aussi tout contact électronique. Elle l'a violée en moins de 24 heures en créant de faux comptes sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages. Chacun plus délirant que le précédent. J'étais à l'épicerie quand Marcus est venu vers moi. Il était seul, en pleurs, portant un pyjama et des chaussons. Il m'a tendu un mot disant « Maman dit que c'est ta faute si je suis malade ». Ses petites mains tremblaient. Un employé du magasin avait vu Rachel le déposer et repartir en voiture, le laissant errer seul dans les rayons. Les images de sécurité la montraient ensuite, observant depuis le parking. J'ai appelé Brian immédiatement et je suis resté avec Marcus jusqu'à ce qu'il arrive. Le pauvre petit était complètement perdu. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère continuait de l'abandonner. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été aussi malade. Il voulait juste sa Nintendo et son propre lit. Son innocence au milieu d'une telle manipulation m'a brisé le cœur. La protection de l'enfance a interdit tout contact entre Rachel et Marcus après ça. Elle avait violé l'ordonnance restrictive et mis son fils en danger en le laissant seul dans un lieu public. Brian et Anna ont obtenu temporairement la garde complète. Ils l'ont tout de suite remis sous traitement et suivi thérapeutique. En quelques jours, sa couleur s'est améliorée, son énergie est revenue. La transformation était incroyable. Le procès pénal a été fixé 6 mois plus tard.
La mère de Rachel a pris un vol depuis la Floride pour témoigner. Elle paraissait bien plus âgée que son âge, usée par le comportement de sa fille. Elle a dit au tribunal que Rachel répétait son histoire depuis plus d'1 an. Elle lui avait fait écouter différentes versions pour voir laquelle était la plus crédible. Elle lui avait même demandé de pleurer lors des réunions de famille. La honte sur son visage alors qu'elle témoignait était bouleversante. La mère de Rachel a montré des reçus prouvant que Rachel avait dépensé l'argent du fonds médical pour elle-même. Sac de luxe, soins au spa, week-end à Vegas, alors qu'elle prétendait ne pas pouvoir payer les médicaments de Marcus. Le vol totalisait plus de 30 000 $ rien que du fonds médical, sans compter l'argent du trust qu'elle avait brûlé en caution et frais d'avocat. Les visages des jurés se sont durcis à chaque reçu présenté. D'autres membres de la famille ont commencé à parler. Ma tante a avoué que Rachel lui avait demandé de mentir en disant m'avoir entendu accepter de prendre Marcus. Elle lui avait proposé de l'argent et l'avait fait culpabiliser au nom de la loyauté familiale. Mon cousin a dit que Rachel lui avait offert de l'argent pour publier des choses négatives sur moi en ligne. Les preuves du groupe familial montraient que Rachel coordonnait la campagne de harcèlement, assignant à chaque membre un réseau social différent à cibler. La toile de manipulation était stupéfiante. Rachel a témoigné le dernier jour du procès. Elle portait une robe sobre, les cheveux tirés, incarnant à la perfection le rôle de la mère éplorée. Elle a pleuré et joué la victime pendant 3 heures. Elle a affirmé que j'avais toujours été jalouse d'elle. Elle a dit que je voulais Marcus pour moi. Que j'avais orchestré toute l'affaire pour lui voler son fils. Son avocat l'avait bien préparé, mais la performance sonnait faux. Puis le procureur a diffusé l'enregistrement du parking. L'aveu de Rachel, enregistré clairement par Brian. Rachel admettait avoir retenu les médicaments pour me punir. Sa voix était calme alors qu'elle expliquait comment elle avait planifié chaque crise. Comment elle avait calculé le moment pour en maximiser l'impact. Les jurés ont cessé de prendre des notes et l'ont fixé. La bouche d'un juré s'est ouverte de stupeur. Une autre a secoué la tête, dégoûtée. Le procureur a aussi fait écouter les enregistrements d'entraînement. Des heures d'enregistrement où Rachel répétait ses mensonges et faisait des recherches pour nuire à son propre fils. Elle avait mis en favori des articles sur la non-observance des traitements. Elle avait rejoint des forums de parents pour adopter leur langage. La salle d'audience était silencieuse, seul résonnait le son de sa voix en train de tout planifier. Même son avocat paraissait choqué, fouillant nerveusement ses papiers. Les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant seulement 40 minutes, coupable sur tous les chefs d'accusation, maltraitance aggravée sur mineurs, négligence médicale, vol et fausse déclaration. Le juge l'a condamnée à 8 ans de prison. Elle a hurlé que j'avais détruit sa vie alors qu'on l'emmenait menotter. Elle a essayé de se jeter sur moi, mais les agents l'ont retenue. Sa dernière scène n'a touché personne. Mon affaire de garde a été classée sans suite la semaine suivante. Mon ex a reconnu que Rachel l'avait manipulée avec de fausses preuves. Il s'est excusé et a accepté de maintenir notre arrangement actuel. Il a même proposé de payer mes frais juridiques, mais je voulais juste tourner la page. Je voulais aller de l'avant, pas revenir en arrière. Le soulagement était immense. Mon fils a intégré sa nouvelle école le mois suivant. Des classes plus petites, des enseignants formés au soutien des enfants autistes. Le bâtiment était plus récent, équipé de salles sensorielles et d'espaces calmes. Il s'est fait un ami dès le premier jour. En 1 mois, il s'épanouissait à nouveau. Ses crises ont diminué, sa communication s'est améliorée. Il a recommencé à sourire. La lumière est revenue dans ses yeux. Le cabinet d'avocats m'a rappelé au bureau. Mon associé principal s'est excusé de m'avoir demandé de travailler à distance. Il a dit que j'avais géré une situation impossible avec dignité. Ils m'ont proposé un poste permanent avec une prime à la signature. Assez pour enfin déménager dans un quartier plus sûr, avec de meilleures écoles. Mes collègues m'ont accueilli chaleureusement. Marcus allait mieux aussi. Avec un traitement régulier et des soins constants, sa santé s'était nettement améliorée. Ses crises devenaient rares. Brian et Anna l'ont inscrit au basket, car le médecin disait que l'exercice physique l'aiderait. Il était mauvais au début mais adorait ça. Il rentrait épuisé mais heureux. Son visage rayonnait de fierté. Le groupe familial sur WhatsApp s'est dissous après que Brian a partagé tous les enregistrements non modifiés de Rachel. La plupart des membres de la famille ont envoyé des excuses en privé. Ils disaient avoir été manipulés et se sentaient terriblement coupables. Certains ont même envoyé de l'argent pour m'aider à couvrir les frais juridiques. Je n'ai répondu qu'à Brian. Les autres m'avaient montré qui ils étaient vraiment quand ça comptait. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Nous avons trouvé un appartement 2 pièces dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles. La résidence avait une piscine et une aire de jeu. Le jour du déménagement a été très émouvant. Mon fils était excité par sa nouvelle chambre et l'aire de jeu à proximité. Moi, j'ai pleuré en le regardant explorer notre nouveau chez nous. Nous étions passés par l'enfer, mais nous en étions sortis. Nous étions en sécurité. Nous étions enfin chez nous. Rachel a commencé à envoyer des lettres depuis la prison aux membres de la famille. Elle affirmait encore être la victime. Elle disait que j'avais monté tout le monde contre elle.
Elle prétendait que Marcus grandirait en détestant Brian et Anna pour l'avoir volé. Personne n'a répondu à ces lettres. Elles allaient directement à la poubelle, là où elles avaient leur place. Mes résultats au barreau sont arrivés par courrier, top 5% de l'État. J'avais étudié au milieu des enquêtes de la protection de l'enfance, des batailles de garde et du harcèlement familial. J'avais mérité chaque point de cet examen. J'ai encadré la lettre et l'ai accrochée dans mon nouveau bureau. Une preuve que je pouvais survivre à tout. Une preuve qu'elle ne m'avait pas brisé. Le cabinet m'a fait commencer en droit de la famille, puisque je l'avais vécu de l'intérieur. Ma première affaire concernait une mère dont l'ex négligeait médicalement leur fille diabétique. Je savais exactement quoi chercher. Les médicaments dissimulés, les histoires répétées à l'avance, les proches manipulés. Nous avons gagné, et la fille a enfin reçu les soins qu'elle méritait. C'était un vrai retour de bâton. Marcus a eu 7 ans sous la garde de Brian et Anna. Son anniversaire s'est déroulé dans un bowling, avec des enfants de sa classe. De vrais amis qui le connaissaient en tant que Marcus, pas comme l'enfant malade. Il a soufflé ses bougies et a remercié sa tante de s'assurer qu'il avait ses médicaments. Il a souri à Anna, mais aussi à moi. J'ai dû m'éclipser pour pleurer dans les toilettes. Des larmes de bonheur, cette fois. La première audience de libération conditionnelle de Rachel a eu lieu 3 ans plus tard. Elle a soumis une déclaration blâmant toujours tout sur moi. Elle disait que je lui avais volé sa vie et son fils. Elle n'a montré aucun remords, aucune responsabilité. Marcus a écrit une lettre disant qu'il se sentait en sécurité maintenant, qu'il pouvait respirer sans avoir peur. La libération conditionnelle a été refusée à l'unanimité. Justice rendue. 3 ans plus tard, j'ai été promu associé du cabinet. La plus jeune associée de toute l'histoire de la firme. Mon fils était alors au collège, et il s'en sortait très bien. Il avait rejoint le club de robotique et s'était fait un petit cercle d'amis qui le comprenaient. Il avait construit un robot capable de trier des blocs de couleurs, et son visage rayonnait de fierté lors de la démonstration. Sa confiance en lui avait éclos. Marcus a obtenu une bourse pour une école préparatoire grâce à ses notes et à une rédaction sur la négligence médicale. Il y racontait avoir été malade, effrayé et perdu, mais aussi avoir trouvé une famille qui plaçait sa santé avant tout. Il avait compris que l'amour, c'est venir avec les médicaments et les rendez-vous médicaux, pas avec des drames et de la culpabilité. Brian entraînait son équipe de basket. Le petit garçon qui ne pouvait même pas courir était désormais le meneur en passe décisive. Mon fils et Marcus sont devenus proches comme des frères. Ils n'avaient pas le même âge, mais Marcus était patient et doux. Il lui apprenait le basket dans l'allée, sans jamais s'énerver quand il ratait. Mon fils, lui, l'aidait pour les devoirs, lui expliquant les maths avec des mots simples. Ils faisaient des soirées pyjama une fois par mois et jouaient à la console jusqu'à l'aube. Leur lien était sincère et profond. Rachel a perdu son appel. Son avocat a prétendu que les preuves étaient biaisées, mais la cour d'appel n'a trouvé aucune erreur. Elle allait purger la totalité de sa peine. 8 ans pour 8 ans de souffrance infligée à son fils. Ce n'était peut-être pas assez, mais c'était quelque chose. Une justice froide, mais une justice tout de même. Le système avait fonctionné. La dernière fois que j'ai entendu parler de Rachel, c'était par une ancienne codétenue qui m'a contacté. Elle m'a dit que Rachel racontait encore à qui voulait l'entendre que j'avais ruiné sa vie. Mais les autres détenus savaient qu'elle avait fait du mal à son propre enfant. Elle la tenait à distance. Même en prison, il y a des limites à ne pas franchir.